Les réseaux sociaux peuvent sembler glamour, flux organisés, cascades virales et la ruée des j'aime. Mais derrière les filtres se cachent des récits d'avertissement de personnes cherchant l'attention de manière imprudente. Dans cette vidéo, nous couvrons 6 des morts d'influenceurs les plus stupides jamais filmés. C'était le 28 mai 2016 à Big Sur, en Californie. L'autoroute côtière était bondée de voyageurs du week-end s'arrêtant au point de vue pittoresque, chacun attiré par les vues panoramiques des falaises plongeant dans le Pacifique. Au pont de Bixby Creek, les touristes s'appuyaient contre la rambarde pour prendre des photos, gardant une distance de sécurité du bord. Jessica Bloom avait 22 ans, une étudiante abandonnée de Fresno, essayant de se constituer un public en ligne grâce à des selfies extrêmes. Bien qu'elle ait été terrifiée par les hauteurs en privé, elle masquait cette peur, en se moquant de la prudence et en publiant des images sélectionnées qui la faisaient apparaître audacieuse. Ses amis la connaissaient comme imprudente et impulsive, plus intéressée par les likes que par la sécurité. Elle était motivée par la validation de ses pairs, poursuivant une image numérique d'elle-même qui ne correspondait jamais à la réalité. Le pont de Bixby Creek s'élevait à plus de 260 pieds au-dessus des rochers déchiquetés et des vagues. Les garde-corps étaient conçus pour la sécurité des véhicules, pas pour grimper ou se pencher. Des panneaux avertissaient les visiteurs de rester à l'écart des bords de la falaise, où le gravier et le sol pouvaient se dérober sous leurs pieds. Les touristes prenaient généralement des photos depuis un sol stable, mais Jessica cherchait l'angle le plus dangereux possible. Son ami, servant à contre-cœur de caméraman, regardait alors qu'elle prévoyait de se percher à l'extérieur de la rambarde, insistant sur le fait que le danger rendait la photo authentique. Plusieurs autres visiteurs gardaient leur distance, secouant la tête face à son comportement. Malgré les panneaux visibles avertissant de ne pas franchir les barrières, Jessica se glissa autour de la rambarde, se tenant en équilibre à quelques centimètres du vide. Elle riait, disant qu'elle obtiendrait plus de likes plus elle se penchait. La tension montait alors qu'elle ajustait sa position. Son ami leva le téléphone, hésitant, mais Jessica insista pour qu'il commence à filmer. Une rafale de vent fit trembler ses cheveux, et elle se pencha légèrement en arrière, au-dessus du vide. Une main sur la rambarde, et l'autre levée dans une pose de victoire simulée. Les spectateurs se figèrent, sentant à quel point elle avait peu de stabilité sur le sol mouvant. C'était une cascade sans marge d'erreur, et tous les spectateurs le savaient. Tout le monde sauf Jessica, qui semblait plus concentrée sur l'idée de paraître intrépide que de rester en sécurité. Et puis la glissade est venue rapidement. Son pied droit a perdu son appui et son corps s'est tordu maladroitement. Elle s'agrippa à la rambarde, mais ses doigts ne tinrent qu'une seconde avant de céder. Certains touristes à proximité crurent entendre un bref cri, mais le vent et les vagues engloutirent le son presque instantanément. Elle chuta de plus de 200 pieds, heurta une fois la falaise, puis disparut dans les vagues déchaînées en contrebas. Le bruit de l'impact et les éclaboussures d'eau laissèrent la foule stupéfaite et silencieuse. Les appels d'urgence affluèrent en quelques minutes. La garde côtière a dépêché des bateaux et des hélicoptères, mais les falaises sous le pont n'avaient pas d'accès sûr, obligeant les sauveteurs à compter entièrement sur l'air et l'eau. Lorsque les équipes sont arrivées sur les lieux, seule de l'eau agitée et des débris épars étaient visibles à la base de la falaise. Son corps a été emporté en mer avant d'être retrouvé quelques jours plus tard. Le rapport officiel a indiqué que la cause du décès était un traumatisme contondant et la noyade. Les autorités ont souligné que les garde-corps et les avertissements affichés avaient été ignorés. Pendant ce temps, son compte Instagram est devenu une cible à la fois de condoléances et de moqueries. En moins d'une semaine, sa famille a demandé à la plateforme de le supprimer. C'était le 16 juillet 2017 près de Colchester dans l'Essex, en Angleterre. La ligne de chemin de fer à la campagne traversait proprement les champs, ses rails bourdonnant faiblement avec le trafic lointain. Une poignée de voyageurs traînait sur un quai voisin, inconsciente qu'un adolescent installant une caméra un peu plus loin était à quelques minutes d'une erreur fatale. Darren Cook avait 19 ans, un employé de commerce à temps partiel de Chelmsford qui tenait une petite chaîne YouTube dédiée aux vidéos épiques de train. Son contenu attirait rarement l'attention, mais il s'était convaincu que le risque était la clé pour augmenter son audience. Il était connu parmi ses amis pour ignorer les règles, surtout celles liées au chemin de fer. Son obsession n'était pas alimentée par des parrainages ou des accords de marque. C'était un pur ego. Un désir de paraître audacieux, même si cela signifiait se mettre en danger. La voie ferrée près de Colchester accueillait fréquemment des trains à grande vitesse, avec des panneaux clairs avertissant les intrus de rester à l'écart. La vitesse et la pression du vent d'un train passant créaient des turbulences imprévisibles qui pouvaient facilement déséquilibrer quelqu'un trop près de la voie. Trépieds, caméras et corps n'avaient pas de place sûre dans la zone de dégagement. Les passionnés expérimentés filmaient les trains depuis les quais ou des zones de visionnage désignées, mais le plan imprudent de Darren exigeait qu'ils se tiennent à quelques centimètres du désastre, soulignant la stupidité plutôt que l'habileté. Cet après-midi-là, ignorant les panneaux d'avertissement, lui et un ami ont installé un trépied directement à côté des voies. Il a annoncé qu'il voulait une prise de vue d'un train passant à toute allure si près qu'il semblait qu'il allait le frôler. Il s'accroupit, souriant de son propre courage, ignorant le risque évident.
Les spectateurs sur le quai voisin le virent se positionner avec une insouciance délibérée, comme si se rapprocher du danger garantissait des vues. Le klaxon du train résonnait à travers les champs, devenant plus fort à mesure qu'il approchait à plus de 90 miles par heure. Son ami cria de loin, l'exhortant à reculer, mais Darren resta sur place, les yeux fixés sur l'objectif. Sa posture se tendit à mesure que la machine s'approchait, le son vibrant à travers les rails. Certains témoins sur le quai ont admis plus tard qu'ils pensaient qu'il sauterait au dernier moment. Au lieu de cela, il s'est accroupi plus bas. Sans surprise, cette cascade s'est terminée en désastre. L'avant du train l'a frappé avec une force dévastatrice, projetant son corps sur le côté. Il a tournoyé dans les airs et s'est écrasé sur le gravier à côté des rails, sa caméra arrachée de son support. Le train a continué son chemin en quelques secondes, ne laissant que des spectateurs stupéfaits fixant son corps immobile. Les services d'urgence sont arrivés rapidement après plusieurs appels depuis le quai. Les ambulanciers l'ont évalué immédiatement, mais le traumatisme était insurmontable. Il a été déclaré mort sur les lieux. La police des transports britanniques a lancé une enquête, mais a rapidement déterminé qu'il s'agissait d'un cas d'intrusion et de comportement imprudent. Les images ont été saisies comme preuve. En quelques semaines, sa chaîne YouTube a disparu, sa poignée de vidéos effacée sans explication. L'enregistrement circulait uniquement en fragments en ligne, détachés de son nom et de son contexte. Pour les spectateurs qui tombèrent dessus, ce n'étaient pas les derniers instants d'une personne, juste un autre clip dans le tourbillon du spectacle en ligne. C'était le 17 octobre 2015, à Moscou, en Russie. La ville glissait déjà dans l'obscurité précoce de l'automne, les rues luisantes d'une légère bruine, le trafic bourdonnant loin en dessous. Les lumières des immeubles en construction marquent de nouveaux quartiers qui s'élèvent rapidement, mais souvent laissés non sécurisés. Egor Mikhailov, 24 ans, travaillait comme livreur pour un service de messagerie, transportant des colis à travers la vaste ville. Il vivait avec ses parents dans un appartement modeste en périphérie et attirait rarement l'attention en dehors de son petit cercle d'amis. Mais en ligne, il essayait de se réinventer. Il idolâtrait les explorateurs urbains et les casse-coups des toits, dont les vidéos attiraient des millions de vues. Il a lancé un petit compte, imitant leurs cascades avec peu de compétences. Ses clips étaient tremblants, de mauvaise qualité, mais il croyait que du contenu plus audacieux l'aiderait à se démarquer. Le risque ne se traduisait pas pour lui par de la prudence, mais par un moyen de se prouver. Le monde de l'escalade sur les toits était déjà controversé à Moscou. La pratique consistait à s'introduire dans des zones de construction interdites, à grimper sur des grues et à se suspendre à des rebords pour des photographies ou des vidéos. Ceux qui excellaient étaient des grimpeurs libres entraînés. Mikhailov ne l'était pas. Il n'avait aucune formation, aucun équipement de protection et aucun véritable plan. Il portait des baskets usées par le travail, un jean et une veste légère. Ce soir-là, Mikhailov est sorti boire avec 2 amis avant de les conduire vers un immeuble en construction à moitié terminé. Le bâtiment faisait environ 15 étages de haut, ses escaliers ouverts et jonchés de débris de construction. La clôture était abattue à plusieurs endroits et l'accès était facile. Malgré les avertissements affichés autour du site concernant les structures instables et l'entrée non autorisée, Mikhailov a continué. C'était une idée stupide dès le départ, mais il l'a traitée comme une performance. Son plan était de se filmer en se suspendant d'un bras du bord en béton exposé du dernier étage, imitant des vidéos qu'il avait vues en ligne. Ses amis hésitaient, lui disant que c'était inutile, mais il les a poussés à filmer quand même. L'alcool aiguisait sa bravade, atténuant le risque évident. La montée était simple. Ils ont dépassé des tas de barres d'armature et de planches lâches, traversant des escaliers inachevés jusqu'à atteindre le toit ouvert. De là, Mikhailov a annoncé son plan à nouveau, insistant sur le fait que la cascade serait rapide. Il a mis son téléphone à enregistrer dans sa poche, tandis qu'un ami visait un autre téléphone pour capturer la scène. Il s'est avancé sur le rebord, s'est tourné vers la ville et s'est accroupi en position. Il a saisi le béton rugueux avec les 2 mains, puis a délibérément relâché une, se laissant pendre avec juste son bras droit. Pendant plusieurs secondes, il sourit et cria à ses amis d'ajuster leur angle, les exhortant à prendre la photo. Mais lorsqu'il essaya de se lever, ses baskets frottèrent contre le mur, éraflant des éclats de ciment. La bruine avait rendu la surface glissante. En quelques secondes, sa main a glissé. Le corps de Mikhailov a chuté de toute la hauteur de la structure, sa chute ininterrompue. Ses amis, figés un instant, se sont ensuite précipités dans la cage d'escalier, trébuchant sur des débris pour atteindre le sol. Au moment où ils sont arrivés, son corps était étendu sur le trottoir mouillé près de la base du bâtiment. Les services d'urgence sont arrivés rapidement, après qu'un passant a signalé le tumulte. La police a bouclé la base du bâtiment et a noté le décès comme un accident lié à une intrusion. Les ouvriers du bâtiment arrivés le lendemain matin ont confirmé que le site avait déjà subi des intrusions répétées par des amateurs de sensations fortes. L'incident a été classé comme une mort accidentelle. La famille de Mikhailov était dévastée, pressant les autorités de s'assurer que les images ne circulent jamais. Pour sa famille, ce n'était rien de plus qu'une mort inutile, motivée par une quête de vues qui n'ont jamais eu lieu.
C'était le 12 mars 2018, aux chutes d'Iguazu, à la frontière entre l'Argentine et le Brésil. Les touristes se pressaient sur les passerelles et les plateformes, la brume s'élevant en rafales régulières qui rendaient tout glissant. Des panneaux avertissaient de ne pas quitter les sentiers balisés, mais les barrières ne semblaient jamais arrêter ceux qui cherchaient une meilleure photo. Carla Mendes, 27 ans, travaillait comme réceptionniste dans un hôtel de moyenne gamme à Sao Paulo. Elle était connue parmi ses collègues pour être bavarde, essayant souvent d'embellir des événements ordinaires pour les rendre plus excitants. Ces dernières années, elle a essayé de se repositionner en ligne en tant que personnalité du voyage. Son audience était petite, mais elle publiait constamment, exagérant ses voyages et retouchant des photos pour suggérer l'aventure. Mais Mendes n'avait pas de sponsor pour financer ses voyages. Elle les voulait cependant, et croyait que des actions dangereuses l'aideraient à se démarquer. Mais le risque n'était pas calculé pour elle, c'était un accessoire pour rendre sa vie plus dramatique. Les chutes d'Iguazu s'étendent sur plus de 200 cascades individuelles, avec des torrents d'eau tombant dans des gouffres profonds. Les touristes sont limités à des plateformes avec des garde-corps puisque les rochers environnants sont glissants à cause des éclaboussures de constantes. Les guides formés avertissent à plusieurs reprises que franchir les barrières est dangereux. Mendes portait des baskets décontractées, un jean et une blouse légère, totalement inadaptés aux surfaces rocheuses glissantes. Sa décision de dépasser les barrières n'était pas audacieuse, c'était le geste d'une idiote complète. Ce matin-là, Mendes a rejoint des collègues pour une excursion d'une journée au parc. Le groupe a suivi les itinéraires standards, prenant des photos au point de vue indiqué. Mendes, cependant, était obsédée par l'idée de créer un segment en direct où elle semblerait être plus proche des chutes que quiconque. Les conditions météorologiques rendaient cela plus risqué. Les embruns étaient plus lourds que d'habitude, et les rochers le long du bord brillaient d'un éclat d'eau. Les avertissements étaient clairs, mais Mendes les a ignorés. Elle a dit à ses collègues de garder la caméra sur elle alors qu'elle escaladait une barrière de sécurité. Elle s'est déplacée sur des dalles de roches inégales où l'adhérence était mauvaise. Le rugissement des chutes noyait les paroles normales, mais le live stream la montrait en train de narrer et de faire signe vers son téléphone comme si elle était une aventurière. Elle s'accroupit, puis se redressa dos à la cascade, levant son bras pour cadrer la prise de vue. Les collègues continuaient de filmer, nerveux mais réticents à intervenir. La tension montait alors que Mendes se rapprochait, glissant légèrement une fois avant de se rattraper. Au lieu de s'arrêter, elle a essayé de faire croire que c'était intentionnel, souriant à la caméra. Quelques instants plus tard, sa basket gauche glissa sur la surface mouillée. Elle s'agita, son bras tenant le téléphone se levant brusquement, et son autre main chercha l'équilibre. Elle perdit complètement pied. Elle poussa un cri, l'appareil lui échappant des mains, alors qu'elle basculait sur le côté vers le torrent. Le corps de Mendes a basculé dans l'eau tourbillonnante, immédiatement emporté vers la chute principale. Plusieurs touristes plus loin ont aperçu sa silhouette dans les éclaboussures, avant qu'elle ne disparaisse dans la cascade. Le personnel de secours a été rapidement appelé par des passants, mais les conditions près des chutes rendaient le sauvetage difficile. Les autorités des parcs argentins et brésiliens ont coordonné les efforts de récupération, et après plusieurs heures, son corps a été localisé sur un éperon rocheux à plus d'un demi-mile de distance. Elle avait subi des traumatismes massifs dus à la force de l'eau et à l'impact contre les rochers. Ses restes ont été transportés sous des bâches pour les protéger des regards. Le téléphone, récupéré par le personnel du parc, contenait les images en direct qui ont ensuite corroboré le récit du témoin. Pour ses collègues, l'incident a été écrasant. Ils avaient filmé ce qu'ils pensaient être une cascade de routine pour la voir disparaître devant eux. De retour à Sao Paulo, l'hôtel a proposé des séances de conseil, mais la plupart du groupe a évité d'en parler ouvertement, ne parlant d'elle que par brèves et malaisantes fragments. En quelques semaines, ils ont repris leurs horaires normaux, mais le souvenir de se tenir derrière une caméra alors qu'elle tombait est resté avec eux, un poids tacite sur le lieu de travail. C'était le 2 juillet 2017, dans un stand de tir public en plein air, juste à l'extérieur de Houston, Texas. L'après-midi était chaud et bruyant, rempli de détonations nettes et de l'odeur âcre de la poudre à canon. Des familles, des amateurs et des tireurs expérimentés partageaient les stands, chacun suivant les règles du stand pour éviter que le chaos ne devienne un désastre. Au milieu de cet environnement structuré, un acte imprudent alimenté par l'ego et l'ivresse se terminerait en tragédie. Marcus Boyd avait 20 ans, était sans emploi, et était connu parmi ses amis pour sa personnalité imprudente. Il s'était fait une réputation dans son petit cercle en enregistrant des cascades scandaleuses et en les publiant en ligne. Son contenu tournait souvent autour de la moquerie de la sécurité des armes à feu, faisant tournoyer des pistolets, prétendant viser des amis ou plaisantant sur le fait de ne pas avoir peur. Ses amis ont ensuite reconnu que l'alcool jouait généralement un rôle, bien qu'il le masquait avec de l'assurance jusqu'à ce que l'imprudence devienne évidente. L'alcool et les armes à feu faisaient un mélange stupide, mais Boyd le considérait comme un divertissement. Le stand de tir était ouvert au public, un mélange de tireurs réguliers et de visiteurs occasionnels cherchant une distraction pour l'après-midi. Les couloirs s'étendaient côte à côte, sous un auvent en métal, des douilles en laiton éparpillées sur le sol en béton.
Les règles étaient affichées. Pas d'alcool, pas de chahut, pas d'armes chargées derrière la ligne. Mais l'application reposait souvent plus sur la confiance que sur la surveillance. Les officiers de tir faisaient des rondes, mais avec le nombre de visiteurs qui allaient et venaient, toutes les infractions n'étaient pas repérées. Boyd avait un revolver .38 spécial plus tôt dans la journée. Le danger ne venait pas de l'arme elle-même, mais de la façon dont il l'utilisait, la traitant comme un jouet plutôt qu'un outil mortel. Cet après-midi-là, Boyd est arrivé au stand de tir avec 3 amis. Ils ont apporté des caméras pour le filmer en train de tirer avec des fusils et des pistolets pour sa petite chaîne YouTube. Ses amis se sont souvenus plus tard qu'il sortait des bières d'un sac à dos entre les tours, son rire devenant plus fort et plus erratique au fil de la journée. Malgré les panneaux interdisant clairement l'alcool, personne en dehors de son groupe ne l'a remarqué immédiatement. Après avoir tiré plusieurs balles ordinaires sur une cible, Boyd a soudainement annoncé qu'il était temps pour la vraie vidéo. Il a chargé et tiré plusieurs fois encore, ne montrant rien d'inhabituel. Puis il a fait tourner le barillet du revolver devant les caméras, insistant sur le fait qu'il était déchargé, comme pour faire le spectacle. Ses amis, pensant que c'était juste une autre cascade exagérée, ont continué à filmer alors qu'il vacillait avec l'arme à la main. Quelques secondes plus tard, il a pressé le revolver sous son menton et a appuyé sur la détente. Le bruit était assourdissant, différent en ton des tirs contrôlés précédents. Du sang s'est répandu sur le sol en béton. Boyd s'est effondré instantanément, le revolver tombant à côté de lui. Ses amis ont crié et les tireurs à proximité ont été stupéfaits. Puis, les officiers de tir se sont précipités, criant à tout le monde de reculer, alors qu'ils tentèrent d'arrêter l'hémorragie tout en composant le 911. Les témoins ont décrit la tentative comme frénétique, mais désespérée. En quelques minutes, les ambulanciers sont arrivés, mais Boyd a été déclaré mort sur place. La police a ensuite confisqué l'arme et interrogé les témoins. La toxicologie a confirmé que Boyd avait bu, une violation directe des règles du stand et des lois de sécurité de l'État. Les images vidéo ont été examinées pendant l'enquête, ne laissant aucun doute sur ce qui s'était passé. Dans les semaines qui ont suivi, le stand a attiré l'attention. La direction a discrètement augmenté le personnel et ajouté des contrôles de sac, une mesure que les habitués ont qualifiée de premier véritable renforcement des règles qu'ils aient jamais vues. Certains tireurs de longue date ont cessé d'amener leur famille, troublés par la rapidité avec laquelle l'environnement contrôlé s'était dégradé. Dans les forums en ligne sur les armes à feu, le cas a été disséqué en détail, non pas pour glorifier Boyd, mais pour souligner que l'alcool et les armes à feu n'avaient pas leur place ensemble. C'était le 17 septembre 2017 à Quezon City, métro Manila. Une tempête tropicale était passée plus tôt dans la journée, laissant des rues inondées, des branches tombées et des lignes électriques emmêlées à travers les quartiers. La plupart des résidents restaient à l'intérieur, méfiant des structures instables et des fils électriques dans l'eau stagnante. Dans une rue, cependant, une tentative imprudente de transformer le danger en divertissement se terminerait par un accident mortel. Julius Ramos avait 23 ans, un livreur à temps partiel et un petit YouTuber. Il gérait une chaîne appelée Pinoy Extreme Hacks, où il réalisait des cascades et des farces imprudentes de bricolage, connectant des batteries de voitures à des ampoules à main nue, simulant des électrocutions sur les voisins ou se suspendant au toit pour rire. Ses amis le décrivaient comme têtu et arrogant, riant souvent des avertissements de sécurité comme s'il s'agissait de défis. Même les électriciens et les agents de barangay lui avaient dit directement de rester à l'écart des équipements électriques, mais il traitait leurs conseils comme du bruit de fond. Les systèmes électriques dans les zones endommagées par les tempêtes sont particulièrement impitoyables. Les lignes affaissées transportent une haute tension et l'eau transforme le sol en conducteur, amplifiant le risque d'électrocution. Les électriciens travaillent avec des outils isolés, des gants en caoutchouc et des équipements de protection pour gérer ces dangers en utilisant une coordination formée et des coupures de système pour éviter les décès. Ramos n'avait rien de tout cela. Il croyait à tort qu'un bâton de bambou l'isolerait, sans réaliser qu'une fois trempé par la pluie, il devenait aussi dangereux qu'une tige métallique. Son seul outil était un bâton de bambou, mouillé coupé d'un arbre voisin. L'idée de soulever un fil sous tension avec quelque chose trempé par la pluie montrait non seulement une ignorance de l'électricité, mais aussi un mépris délibéré du bon sens. Cet après-midi-là, tandis que d'autres déblayaient les débris et attendaient que les équipes de service public, Ramos y vit une opportunité. Il dit à son cousin qu'il voulait se filmer en train de réparer une ligne affaissée qui pendait bas au-dessus de la rue. Il le présenta comme une astuce de vie, la preuve que les gens ordinaires n'avaient pas besoin de professionnels. Les voisins l'avertirent immédiatement de ne pas s'en approcher, criant que les électriciens étaient en route. Ramos a ri, disant qu'il devancerait les équipes de service public. Son cousin continua à filmer à contre-cœur. La tempête avait laissé de l'eau jusqu'aux chevilles dans le caniveau. Ramos marche pieds nus dans la partie inondée de la route, souriant comme s'il était sur scène. Il leva le bâton de bambou, vacillant légèrement dans le courant, et regarda son cousin. Le fil s'affaissait lourdement, alourdi par les débris et la pluie. Il le piqua 2 fois avant de finalement l'accrocher. L'instant où le poteau mouillé a touché la ligne, il y a eu un craquement sec. Des étincelles ont jailli et un éclair lumineux a illuminé l'air. L'électricité a traversé la perche et a pénétré dans le corps de Ramos. Des témoins ont dit que ses muscles se sont raidis instantanément. Son dos s'est cambré et en quelques secondes, il s'est effondré.
tombe en face contre l'eau. Son cousin a laissé tomber la caméra, alors que de la fumée s'échappait de la chemise de Ramos. Les voisins restaient figés, certains courant vers lui, puis reculant par peur de l'eau, d'autres appelant à l'aide. Les brèves convulsions cessèrent presque immédiatement, une fois qu'il fut à terre, le laissant complètement immobile dans le caniveau. Le fil continuait à étinceler à côté de lui, chaque son amplifié par le silence humide qui suivit. Pendant plusieurs secondes, personne n'osa s'approcher. L'odeur de tissu brûlé et d'ozone persistait. Un voisin finit par crier à l'aide depuis plus loin dans la rue, mais personne ne pouvait risquer de le toucher tant que les électriciens n'avaient pas coupé le courant de la ligne. Le cousin sanglotait près de la porte, la caméra toujours en train d'enregistrer mais oubliée. Ramos restait immobile, son corps à moitié submergé dans l'eau brune. Les secouristes sont arrivés environ 20 minutes plus tard. À ce moment-là, le corps de Ramos montrait des brûlures de contact sur les bras et la poitrine. Il a été déclaré mort sur les lieux. Les responsables du barangay ont confirmé par la suite que les caméras de sécurité d'un magasin voisin avaient enregistré l'intégralité de l'événement, bien que les images aient été retenues en raison de leur nature troublante. Sa chaîne YouTube est restée en ligne pendant plusieurs mois, suscitant la curiosité avant que la famille ne demande sa suppression. Parmi les habitants, l'histoire s'est rapidement répandue, un exemple de comment la recherche d'attention l'a conduit à une stupidité mortelle. Pour les voisins qui ont été témoins, l'image de Ramos s'effondrant dans l'inondation reste un avertissement inoubliable. Merci d'avoir regardé. Si ces histoires de décisions stupides menant à des décès vous ont diverti, cliquez ici pour en voir plus.